Une rivière peut-elle exister là où il n'y en a jamais eu? Peut-on tracer des artères d'eau vive à travers un cœur de sable et de pierre, un paysage défini par son absence même d'eau? L'Arabie saoudite, une nation née du désert, a posé son existence sur une réponse audacieuse, presque arrogante, à cette question. La réponse n'est pas simplement « oui », mais une déclaration d'intention gravée dans le paysage à une échelle qui défie l'imagination. La construction du plus long et du plus complexe réseau de rivières artificielles jamais conçu par l'humanité. Ceci est l'histoire non pas d'une découverte, mais d'une création. C'est le récit de la façon dont une nation confrontée à la menace existentielle de la soif a décidé de ne pas simplement trouver de l'eau, mais de la fabriquer, de la déplacer et de la plier à sa volonté. C'est une saga d'ingénierie monumentale, une transformation écologique née de la nécessité la plus profonde. Le projet consistait à construire des milliers de kilomètres de pipelines massifs, des veines d'acier souterraines conçues pour transporter des milliards de litres d'eau de mer dessalée des côtes de la mer Rouge et du Golfe Arabique vers les villes arides et les sables de l'intérieur. Mais comment une entreprise aussi vaste a-t-elle pu être conçue? Pourquoi était-elle considérée non pas comme un luxe, mais comme une nécessité absolue pour la survie nationale? Et quelles sont les profondes conséquences, à la fois attendues et imprévues, de la réécriture d'une carte hydrologique millénaire avec de l'encre d'acier et de technologie? Pour comprendre la genèse de cette entreprise titanesque, il faut d'abord comprendre le silence assourdissant au cœur de la géographie saoudienne. C'est une terre sans fleuve pérenne. Il n'y a pas de Nil, pas de Tigre, pas d'Euphrate pour nourrir ces civilisations. Les précipitations sont parmi les plus faibles de la planète, une bénédiction éphémère et rare qui s'évapore presque au contact du sol assoiffé. Pendant des millénaires, la vie s'est accrochée à des oasis et à des puits, des poches de survie précaires dictées par la présence d'eau souterraine. Cette eau, cependant, n'était pas une ressource renouvelable. C'était une relique, une eau fossile piégée profondément sous le sable il y a des dizaines de milliers d'années, lorsque le climat de l'Arabie était radicalement différent. C'était un héritage géologique, une tirelire d'eau finie. Au XXe siècle, l'avènement de la richesse pétrolière a apporté avec lui la technologie pour exploiter cet héritage à une échelle sans précédent. Des pompes puissantes ont plongé profondément dans la terre, extrayant l'eau ancienne pour alimenter de nouvelles villes et plus ambitieusement, pour réaliser un rêve de verdir le désert. Dans les années 1970 et 1980, l'Arabie saoudite s'est lancée dans un programme agricole massif, utilisant l'irrigation par pivot central pour cultiver d'immenses cercles verts de blé, d'orge et de luzerne au milieu de l'étendue ocre. Depuis l'espace, le désert semblait avoir la varicelle verte. Le pays est devenu, pour un temps, un exportateur de blé improbable. Mais c'était une illusion financée par une ressource qui s'épuisait rapidement. C'était de l'extraction d'eau, pas de l'agriculture durable. Un hydrologue l'a décrit sans ambages. Ils n'exploitaient pas l'eau. Ils exploitaient le temps. Chaque grain de blé exporté était comme l'exportation d'une bouteille d'eau irremplaçable. Le catalyseur du changement n'a pas été un seul événement, mais une prise de conscience lente et inexorable. Les niveaux des aquifères chutaient à des rythmes alarmants. Les puits s'asséchaient. Les coûts de pompage augmentaient à mesure que les foreuses devaient aller de plus en plus profondément. Les fameux cercles verts ont commencé à s'estomper, laissant derrière eux les cicatrices pâles de fermes abandonnées et l'infrastructure fantomatique de l'ambition agricole. Les dirigeants saoudiens, planifiant pour un avenir au-delà du pétrole dans le cadre de leur initiative Vision 2030, ont été confrontés à une vérité brutale. La croissance économique, la diversification et même la simple habitabilité de leur ville en expansion étaient menacées non pas par le manque de pétrole, mais par le manque d'eau. La sécurité de l'eau n'était plus une question environnementale, c'était un impératif de sécurité nationale. La décision a été prise. Si la nature ne fournissait pas de fleuves, l'Arabie saoudite en construirait. L'attention s'est déplacée des profondeurs du désert vers les vastes étendues d'eau salée qui bordaient le royaume, la mer Rouge à l'ouest et le golfe Arabique à l'est. La solution était la désalinisation, un processus énergivore qui élimine le sel et les minéraux de l'eau de mer pour la rendre potable. Le royaume était déjà un leader mondial dans ce domaine, avec des usines massives qui approvisionnaient les villes côtières comme Djeddah et Dammam. Mais le nouveau plan était d'une toute autre ampleur. Il ne s'agissait pas seulement de dessaler l'eau pour les côtes. Il s'agissait de la transporter sur des centaines, voire des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres, en défiant la gravité et le terrain, pour atteindre la capitale, Riyad, et d'autres centres de population isolés au cœur du désert. L'autorité saoudienne de l'eau, anciennement la Saline Water Conversion Corporation ou SWCC, a été chargée de superviser cet effort monumental, devenant de fait l'architecte du plus grand système de plomberie du monde. Le problème de l'eau a commencé à s'aggraver de manière exponentielle au début du XXIe siècle, bien avant que les pipelines ne soient plus qu'un plan sur une table. La croissance démographique de l'Arabie saoudite a été explosive.
Une population qui comptait moins de 10 millions d'habitants dans les années 1980 a grimpé à plus de 30 millions. Les villes se sont étendues dans le désert, leurs horizons se remplissant de gratte-ciel scintillants, de centres commerciaux climatisés et de lotissements tentaculaires. Chaque nouveau bâtiment, chaque nouvelle industrie, chaque nouvelle vie augmentait la demande insatiable en eau. Riyad, une métropole de plus de 7 millions d'habitants située à des centaines de kilomètres de toute source d'eau naturelle importante, était une merveille de l'urbanisme moderne, mais aussi une étude de cas sur la vulnérabilité hydrologique. Sa survie dépendait entièrement de l'eau pompée des aquifères en voie d'épuisement. Cette explosion démographique et urbaine a créé un cercle vicieux. Plus la nation devenait riche et développée, plus elle consommait d'eau, et plus elle épuisait rapidement le capital hydrique naturel qui lui restait. Les projections étaient désastreuses. Les analystes prévoyaient que sans une intervention radicale, les principaux aquifères pourraient devenir économiquement non viables en quelques décennies. L'impact ne se limitait pas à l'eau potable. Le manque d'eau limitait la croissance industrielle, entravait les efforts de diversification économique et rendait l'autosuffisance alimentaire une impossibilité mathématique. La nation était riche en énergie, mais pauvre en eau, un déséquilibre qui menaçait de saper tous ses autres progrès. Le problème s'étendait géographiquement, passant d'un défi localisé pour les communautés agricoles à une menace stratégique pour les plus grands centres économiques et politiques du royaume. Le pic de la crise n'a pas été un moment de sécheresse soudaine, mais une lente et terrible prise de conscience des chiffres. Les données écologiques étaient claires, la désertification s'accélérait, les quelques terres arables restantes étaient soumises à un stress extrême et les écosystèmes des oasis, qui avaient soutenu la vie pendant des siècles, s'effondraient. Les conséquences économiques étaient tout aussi graves. Le coût de l'eau augmentait, ce qui affectait tout, de la fabrication à la production d'électricité. La dépendance à l'égard des importations alimentaires, déjà élevée, est devenue presque totale, exposant le pays aux fluctuations des marchés mondiaux. Sur le plan humain, la crise a érodé un mode de vie. L'agriculture à petite échelle, autrefois un pilier de la culture rurale, est devenue un anachronisme. Un agriculteur d'âge mûr de la région de Kassim a résumé la situation avec une résignation silencieuse. « Mon père a creusé ce puits. Je l'ai approfondi. Mon fils devra trouver de l'eau dans le ciel ou dans la mer, car il n'y a plus rien ici. » Face à cet effondrement imminent du système hydrologique traditionnel, le contre-plan a été officialisé et lancé avec une ambition qui a stupéfié les observateurs internationaux. Il ne s'agissait pas d'un seul pipeline, mais d'un réseau, d'un système circulatoire national. Le plan prévoyait la construction de dizaines d'usines de désalinisation parmi les plus grandes du monde, utilisant les technologies les plus avancées. Sur la côte du Golfe, des usines comme Ras Al-Khair et Jubail deviendraient des titans industriels, aspirant l'eau de mer et produisant des millions de mètres cubes d'eau douce chaque jour. Sur la côte de la mer Rouge, de nouvelles installations feraient de même. À partir de ces usines, des artères de pipeline, certaines de plus de 2 mètres de diamètre, plongeraient sous terre et commenceraient leur long voyage vers l'intérieur. Le projet était, par essence, un pari audacieux. C'était un pari que la technologie pouvait non seulement compléter la nature, mais la remplacer entièrement. La stratégie a été baptisée de divers noms, mais elle se résumait à un concept simple, la création d'un fleuve manufacturé. Cependant, cette vision n'était pas sans controverse. Les critiques ont immédiatement soulevé 2 préoccupations majeures, l'énergie et l'environnement. La désalinisation est un processus notoirement énergivore. Un biologiste marin a prévenu, pour chaque litre d'eau douce que vous créez, vous brûlez une quantité importante de combustible fossile ou consacrez une énorme capacité d'énergie renouvelable. Vous résolvez un problème de ressources en exacerbant un autre. Le deuxième problème était la saumure, le sous-produit hypersalin de la désalinisation. Le rejet de milliards de litres de cette saumure, concentrée dans les eaux côtières peu profondes de la mer Rouge et du Golfe arabique, menaçait de nuire aux écosystèmes marins délicats, en particulier les récifs coralliens. Les sceptiques se demandaient si le remède ne serait pas pire que le mal. Malgré les doutes, la mise en œuvre a commencé. La logistique à elle seule était une merveille de coordination. Des usines en Arabie Saoudite et à l'étranger ont commencé à produire des milliers de kilomètres de tuyaux en acier massif. Chaque section, pesant plusieurs tonnes, devait être transportée par camion sur des centaines de kilomètres dans un terrain désertique impitoyable. Des convois de camions à plateau, transportant leurs charges cylindriques massives, sont devenus un spectacle courant sur les autoroutes du royaume. Sur le terrain, des équipes de construction ont travaillé sans relâche sous un soleil de plomb. D'immenses excavatrices ont creusé des tranchées de plusieurs mètres de profondeur, créant des cicatrices linéaires à travers le paysage qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Des grues ont soigneusement descendu chaque section de tuyaux dans la tranchée, où des soudeurs spécialisés les ont méticuleusement assemblés,
créant un joint étanche capable de résister à une pression immense. Parallèlement à la pose des pipelines, la construction des stations de pompage a commencé. Ce n'étaient pas de simples pompes. C'étaient des installations colossales, des cœurs mécaniques conçus pour propulser l'eau vers le haut et à travers le plateau arabique. Certaines stations de pompage étaient aussi grandes que des petites usines, abritant des moteurs électriques et des turbines de la taille d'une locomotive. Un ingénieur de projet a expliqué la complexité. Vous ne vous contentez pas de pousser l'eau. Vous devez la gérer. Vous contrôlez le débit, la pression, la température. Chaque station de pompage est un nœud dans un réseau intelligent, communiquant constamment avec les autres pour maintenir le système en équilibre. C'est moins un tuyau qu'un organisme. Pendant ce temps, sur les côtes, les usines de désalinisation elles-mêmes prenaient forme, des labyrinthes de tuyaux, de réservoirs, de membranes et de chaudières, chacune étant une merveille de l'ingénierie chimique et mécanique. Le processus n'a pas été sans revers. Les défis biologiques et techniques étaient constants. Les premières technologies de membranes de désalinisation étaient sensibles à l'encrassement par les algues et la vie marine, ce qui nécessitait des arrêts coûteux pour le nettoyage et l'entretien. Les conditions corrosives de l'eau de mer et de la saumure mettaient les matériaux de construction à rude épreuve, exigeant des alliages spécialisés et des revêtements protecteurs. Le transport et la manipulation des énormes sections de tuyaux ont entraîné des accidents et des retards. Les tempêtes de sable pouvaient ensevelir des sections de tranchées du jour au lendemain, obligeant les équipes à refaire leur travail. La chaleur extrême de l'été saoudien limitait les heures de travail et mettait à rude épreuve à la fois les hommes et les machines. Il y avait aussi des défis humains importants. La gestion d'un projet d'une telle envergure, impliquant des dizaines d'entrepreneurs internationaux et des dizaines de milliers de travailleurs de divers pays, était une tâche herculéenne. Les barrières linguistiques, les différences culturelles et les cauchemars logistiques étaient quotidiens. La coordination de la construction simultanée des usines de désalinisation, des pipelines et des stations de pompage exigeait une planification de niveau militaire. Les critiques continuaient de remettre en question le coût astronomique, qui se chiffrait en dizaines de milliards de dollars, et les implications énergétiques à long terme. C'est un triomphe de la volonté, sans aucun doute, a déclaré un analyste économique à l'époque. Mais est-ce un triomphe de la sagesse? Le jury n'a pas encore délibéré. La pression pour livrer des résultats était immense. Puis, au milieu des difficultés et des doutes, les premiers signes d'espoir ont commencé à apparaître. Ce n'était pas un seul grand moment, mais une série de petites victoires. Une usine de désalinisation à Jubail a terminé sa phase de test, produisant son premier million de mètres cubes d'eau douce. Un tronçon de pipeline de 200 km a été achevé, soudé, testé sous pression et certifié prêt. Le moment le plus symbolique est peut-être venu lorsqu'une station de pompage clé, située à mi-chemin entre la côte et Riyad, a été mise en service pour la première fois. Les ingénieurs se sont rassemblés dans la salle de contrôle, regardant les écrans alors que les turbines massives se mettaient en marche. Il y a eu un moment de tension, suivi du son profond et résonnant de tonnes d'eau commençant à se déplacer dans les artères souterraines. Un ingénieur en chef a simplement parlé dans sa radio, un message transmis tout le long de la ligne, l'eau coule. Ce n'était encore qu'un filet par rapport à la capacité finale, mais c'était la preuve que le concept fonctionnait. C'était le premier battement de cœur du nouveau fleuve. Le véritable point de basculement s'est produit lorsque les différents éléments du système ont commencé à s'interconnecter. Ce n'était plus une série de projets de construction distincts, mais un réseau intégré. Les pipelines de la côte ont été reliés à un réservoir central près de Riyad. Simultanément, un autre pipeline massif, serpentant depuis la côte ouest, a été connecté au même réseau. Pour la première fois, la capitale saoudienne avait un accès direct et redondant à deux mers différentes. La sécurité hydrique de la ville n'était plus uniquement dépendante des aquifères en déclin. Elle était désormais soutenue par la capacité quasi illimitée des océans du monde, débloquée par la technologie et la volonté. Le système est passé d'un état de progrès lent et laborieux à un phénomène auto-entretenu. Les vannes se sont ouvertes, et le fleuve artificiel a commencé à couler pour de bon. La cascade de succès qui a suivi a été rapide et transformatrice. Les premiers effets se sont fait sentir dans les foyers et les entreprises de Riyad. La pression de l'eau s'est stabilisée. Les restrictions ont été levées. Le spectre d'une crise de l'eau imminente s'est estompé, remplacé par un sentiment de sécurité à long terme. Mais les dominos écologiques et économiques ont commencé à tomber bien au-delà des limites de la ville. Le premier effet le plus crucial a été le soulagement des aquifères fossiles. Pour la première fois depuis des décennies, le taux d'extraction a considérablement ralenti. Le gouvernement a pu mettre en œuvre des politiques pour préserver l'eau souterraine restante pour les urgences stratégiques et pour permettre aux aquifères de commencer un processus de recharge extrêmement lent, mais vital.
Un hydrologue qui avait auparavant mis en garde contre l'épuisement admis, ils ont appuyé sur le bouton pause de l'apocalypse hydrologique. Ils ont acheté des décennies, peut-être des siècles, de temps pour que les systèmes naturels se rétablissent, même légèrement. Avec une source d'eau fiable, de nouvelles opportunités économiques ont vu le jour. L'eau n'était plus le principal facteur limitant pour la croissance industrielle. De nouvelles usines et de nouveaux développements pouvaient être planifiés en toute confiance. Plus spectaculairement, l'eau dessalée a permis une nouvelle ère d'agriculture, mais cette fois-ci, elle était différente. Consciente des erreurs du passé, l'accent a été mis sur l'agriculture de haute technologie et économe en eau. Des serres à environnement contrôlé et des systèmes d'irrigation hydroponique ont vu le jour, utilisant une fraction de l'eau nécessaire à l'agriculture en plein champ pour produire des fruits et des légumes de grande valeur. Le rêve de verdir le désert a été ravivé, mais cette fois-ci, il était alimenté non pas par un héritage en voie de disparition, mais par un fleuve d'origine humaine. La verdure qui est revenue n'était pas la verdure sauvage d'un écosystème en guérison, mais la verdure intentionnelle et calculée de l'ingénierie agronomique. Le retour de la vie ne s'est pas limité aux plantes cultivées. La disponibilité d'une eau fiable a permis des projets d'aménagement paysager et de verdissement à grande échelle dans les villes, créant des parcs et des espaces de loisirs qui auraient été impensables auparavant. Cela a amélioré la qualité de vie des résidents et a eu un effet de refroidissement localisé, atténuant légèrement l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le système de pipeline a également permis de soutenir des projets de développement entièrement nouveaux, comme la ville futuriste de Neom, qui serait impossible à construire et à entretenir sans un approvisionnement en eau massif et garanti. L'eau est devenue le catalyseur, le lubrifiant qui a permis à la machine de Vision 2030 de tourner à plein régime. La grande révélation est venue non pas sous la forme d'une cérémonie de coupe de ruban, mais dans les données accablantes qui ont suivi. Les rapports de l'autorité saoudienne de l'eau ont montré que le réseau transportait des milliards de mètres cubes d'eau par an, ce qui en faisait de loin le plus grand système de transport d'eau au monde. La production de désalinisation a atteint des niveaux records, et pourtant, grâce aux investissements dans de nouvelles technologies comme l'osmose inverse, l'efficacité énergétique de chaque mètre cube produit s'améliorait régulièrement. Les économistes ont commencé à calculer la valeur non pas du projet lui-même, mais de l'activité économique qui l'a rendu possible, un chiffre qui se chiffrait en centaines de milliards de dollars. Des délégations internationales d'ingénieurs et de responsables de l'eau sont venues en Arabie Saoudite, non pas pour critiquer, mais pour apprendre. Ils ont été stupéfaits par l'échelle et le succès de l'opération. Un observateur de l'ONU, après avoir visité une station de pompage dans le désert, a été cité comme disant « C'est incroyable. Nous parlons de la sécurité de l'eau comme d'un concept abstrait. Ici, ils l'ont construite en acier et en béton. Ils ont construit un fleuve. » Dans les couloirs du pouvoir à Riyad, un sentiment de mission accomplie s'est installé. Une déclaration simple a résumé l'effort de plusieurs décennies. C'était fait. La transformation était terminée. Le paysage n'était plus seulement défini par ce que la nature lui avait refusé, mais par ce que l'ingéniosité humaine avait fourni. L'impact le plus profond de ce projet n'a peut-être pas été sur le paysage saoudien, mais sur la pensée mondiale en matière de gestion des ressources. Il a marqué un changement de paradigme. La sagesse conventionnelle de la conservation avait longtemps soutenu qu'une nation devait vivre selon ses moyens hydrologiques. L'Arabie saoudite a prouvé que si une nation possédait suffisamment de capital, d'énergie et de volonté politique, elle pouvait radicalement modifier ses moyens. La nouvelle leçon était à la fois inspirante et troublante. Les limites géographiques fondamentales n'étaient plus absolues. Elles étaient devenues des problèmes d'ingénierie, des défis à surmonter avec suffisamment de technologie et d'investissement. Cela a ouvert la porte à une nouvelle façon de penser la survie dans les régions les plus arides du monde. Cependant, même au milieu du succès, des défis futurs importants persistent. La dépendance du système à l'énergie reste sa plus grande vulnérabilité. Bien que l'Arabie saoudite investisse massivement dans l'énergie solaire pour alimenter ses usines de désalinisation et réduire leur empreinte carbone, la transition prendra du temps. Le fleuve artificiel a toujours une soif insatiable d'énergie. L'impact environnemental de la saumure reste une préoccupation. Des techniques plus avancées sont en cours de développement pour minimiser les dommages, notamment la dilution de la saumure avant le rejet et même l'extraction de minéraux précieux de celle-ci, mais ces solutions sont coûteuses et complexes. En outre, la maintenance d'un réseau de pipeline de plusieurs milliers de kilomètres est un engagement perpétuel. La corrosion, les pannes mécaniques et le vieillissement des infrastructures nécessiteront des investissements et une vigilance constante pour les décennies à venir. Le système a résolu le problème de la pénurie d'eau, mais il a créé un nouveau défi de complexité technologique. Le projet saoudien est-il un modèle pour le monde? La réponse est compliquée. D'une part, il constitue un modèle pour la résolution de problèmes audacieux et à grande échelle.
Il montre aux autres nations arides qu'il existe des solutions technologiques à la pénurie d'eau. Des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et même des régions arides des États-Unis étudient de près le modèle saoudien. D'autre part, il s'agit d'un modèle qui ne peut être reproduit que par les plus riches. Le coût est prohibitif pour la plupart des nations en développement qui sont confrontées aux pires impacts de la pénurie d'eau. Cela crée un risque de fossé hydrologique, où les nations riches peuvent s'isoler des effets du changement climatique et de la rareté des ressources, tandis que les nations pauvres sont laissées pour compte. Le fleuve artificiel est un symbole de la puissance humaine, mais aussi un rappel brutal des inégalités mondiales. En fin de compte, l'histoire du fleuve artificiel d'Arabie Saoudite est une épopée moderne. C'est un récit de la façon dont l'humanité, poussée au bord du gouffre par les contraintes de son environnement, a utilisé son intelligence pour forger une nouvelle réalité. C'est une affirmation audacieuse selon laquelle l'avenir ne sera pas simplement hérité, mais construit. Pourtant, ce triomphe de l'ingénierie est aussi un conte moral. Il souligne notre dépendance croissante à l'égard de systèmes technologiques complexes et énergivores pour maintenir notre mode de vie. Alors que le fleuve d'acier continue de couler silencieusement sous le sable du désert, il pose une question profonde et durable non seulement à l'Arabie Saoudite, mais à nous tous. En cherchant à conquérir la nature, prenons-nous garde à ne pas devenir entièrement dépendants des machines que nous créons pour le faire ?